Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Ces grandes zones humides jouent un rôle écologique vital pour la planète. Dans l'eau, comme au sol ou très haut dans la canopée, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. Au Gabon, dans le parc national du Luango, gorilles, éléphants, hippopotames et autres espèces vulnérables doivent s'adapter aux périodes où les crues envahissent tout et à celles où l'eau peut manquer. Pour survivre, les animaux doivent s'accoutumer à une vie d'errance. La côte sauvage gabonaise est au mois de juillet le théâtre de rencontres rares et insoupçonnées. C'est le moment où les discrets éléphants de forêt vont pouvoir assister au ballet acrobatique donné par les baleines à bosse. Le parc national du Luango est ainsi le seul endroit au monde où les géants de la Terre et ceux de l'océan peuvent se rencontrer. Situé au sud-ouest du Gabon, il couvre 1550 km². Depuis la côte atlantique jusqu'au premier contrefort du bassin du Congo. Dans cette région équatoriale soumise à une longue saison des pluies, les crues et les décrues façonnent inlassablement toute une mosaïque d'habitats. Ici, les prairies se fondent avec la plage. Les mangroves flânent avec les marais. Le Luango est l'un des rares lieux sur Terre capables d'offrir une concentration d'écosystèmes aussi variés. À l'ouest, savanes et prairies côtières succèdent aux mangroves et aux lagunes. Forêts inondables et forêts de terre ferme s'étirent vers l'est. Enfin, au sud, s'étend le royaume des grands marécages. Nous sommes au cœur de la saison sèche qui s'étale de juin à septembre. Les savanes côtières sont les premières à en souffrir. Leur sol sableux ne retient pas une seule goutte d'eau. En quelques jours, l'herbe a grillé. Ces savanes n'ont plus grand-chose à proposer aux herbivores. Le groin collé au sol, les plus beaux cochons du monde ont de plus en plus de mal à dénicher les bulbes ou les larves dont ils sont friands. Les potamochères vont rapidement devoir changer de secteur. Les buffles leur emboîtent le pas vers les prairies côtières rafraîchies par les embruns. Au risque de rater l'exode, un couple de retardataires s'autorise une pause. C'est la période idéale pour l'accouplement. Les femelles pourront ainsi mettre bas au retour de la saison des pluies dans 4 mois. La nourriture sera alors plus abondante. Fin juillet, les nuages passent sans verser une seule goutte. Jour après jour,
le matelas de feuilles qui recouvre les sous-bois perd son humidité. La faune forestière se disperse en quête de fruits, de jeunes pousses ou de points d'eau. Les éléphants de forêt qui boivent 100 litres d'eau par jour vont devoir s'approvisionner ailleurs. L'absence prolongée de précipitations sur le grand bassin du Congo anéantit mares et ruisseaux. En août, ils disparaissent dans les forêts des terres hautes. Les uns après les autres, les 2000 éléphants du Luango vont abandonner leur bastion de chlorophylle, enfoui dans le deuxième massif forestier tropical au monde, après la forêt amazonienne. Ils partent rejoindre les prairies inondables et les marécages du sud. Sur les plages fouettées par les embruns, les petits buffles roux sont venus chercher un peu de fraîcheur. Ici, la limite entre les milieux marins et les milieux terrestres est impossible à tracer. Ainsi, en saison sèche, la mer et les poissons profitent de la faiblesse des cours d'eau pour s'engouffrer dans les rivières, tandis que les petits buffles roux viennent tremper leurs pieds dans les flots océaniques et brouter les végétaux des plages. Au large, d'inlassables migratrices font leur apparition. Plus d'1 millier de baleines à bosse font étape sur ces côtes durant leur migration entre l'Antarctique et l'Arctique. Elles viennent s'accoupler ou donner naissance à leurs baleineaux dans ces eaux chaudes de la côte ouest africaine. Fin juillet, la décrue s'accélère. Dans les zones fortement inondées, les rivières ont fini par libérer les terres et regagner leur lit. À certains endroits, leur niveau a déjà baissé d'1,50 m. Loïc Makaga, naturaliste gabonais, et Jean-Robert Ntono, éco-garde, participent à une mission d'étude des déplacements de la faune sauvage en fonction des saisons. Les hippopotames sont de retour dans ces rivières bordées de prairies où repousse une herbe abondante. Pour Loïc, l'observation des animaux est compliquée. Dans cette zone, le braconnage intensif les a rendus méfiants et farouches. Donc on peut dire que toute cette végétation a poussé lorsque les eaux ont tari. Et lorsqu'on arrive ici en saison de pluie, et lorsque le niveau d'eau est très élevé, on peut naviguer ici avec un bateau. Voilà. Donc en saison de pluie, tout ça c'est inondé. On peut le vérifier par le niveau d'eau dans les arbres. Comme ici, on peut bien distinguer le niveau d'eau en saison de pluie. La même chose ici, là. Donc on peut voir les algues. La présence de ces algues peut témoigner que cet arbre
durant les 9 mois dans l'année, restent dans l'eau. Voilà, c'est quand même assez profond. L'installation de caméras permet de mieux comprendre les mouvements de la faune durant la saison sèche. Quand il est ici à ce niveau, c'est à peu près la hauteur d'un éléphant là. Les images confirment que de nombreux pachydermes ont abandonné la forêt pour gagner les prairies naissantes. Mais ce sont d'autres colosses encore plus discrets qui intéressent Loïc. Le premier d'entre eux est un véritable monument de l'Afrique, aussi haut que les tours de Notre-Dame de Paris. Le Moabi peut atteindre 70 mètres de haut pour une envergure d'environ 50 mètres. C'est un arbre devenu rare. Cette espèce est l'un des plus grands d'Afrique. On l'appelle le géant d'Afrique. C'est l'un des plus grands arbres d'Afrique. Et ça, ce sont des traces de défense d'éléphants qui est intéressé non seulement par les fruits, mais par son écorce aussi. Lorsqu'une branche se détache, et le plus souvent, elle est complètement mangée par les éléphants au sol. C'est une espèce qui pousse dans les vieilles forêts secondaires et pas très éloignées des zones marécageuses. Le bassin du Congo abrite d'autres géants, eux aussi fragiles et menacés. Les gorilles des plaines sont méfiants et presque insaisissables. Ils se distinguent de leurs cousins, les gorilles des montagnes, par leur taille légèrement plus petite et leur pelage plus court et proche du brun. Ils se déplacent discrètement en famille. Cette mère et son petit ont quitté leur nid très tôt pour déambuler en forêt à la recherche de nourriture. Durant la saison sèche, la pénurie de fruits contraint les grands singes à se déplacer constamment sur un territoire d'une quarantaine de kilomètres carrés. Loïc a de plus en plus de difficultés à suivre leurs traces. En août, la forêt est devenue quasiment muette. Cet amas de feuilles et de branches repliées à 3 mètres au-dessus du sol est le nid d'un grand mâle. Le prélèvement d'échantillons de poils servira à identifier l'ADN du grand primate. Durant les pics de sécheresse, les gorilles rejoignent les marécages où poussent amarantacées et cypéracées, comme ces papyrus. Voilà, c'est la partie que les animaux mangent, la partie
du papyrus, c'est cette partie ici qui est tendre. Tu vois, c'est un peu tendre, c'est doux. Voilà, c'est ce qu'ils aiment. La décrue est une aubaine pour les gorilles. Habituellement inaccessibles, les herbes aquatiques sont désormais à portée de main. Loïc retourne régulièrement au camp qu'il a fondé il y a une dizaine d'années, à 1 heure de marche des premiers marécages de papyrus. Des scientifiques anglais, allemands et français s'y relaient pour étudier la faune exceptionnelle du Luongo. Jour après jour, la sécheresse étend son emprise sur le parc. Ces flaques de vase seront de parfaites pouponnières pour les larves de moustiques et un spot idéal pour les martins-pêcheurs malaquites. Mais ces linceuls boueux, que plus rien ne relie au cours d'eau principal, serviront aussi de sépulture à de nombreux poissons. Faute de précipitations, les sols argileux affichent des signes inquiétants. Mais les apparences sont trompeuses. Si leur peau craquelle, leurs entrailles, riches de ce limon charrié par les crues, restent humides et extrêmement fertiles. En quelques jours, ces terrains défoncés par le passage des éléphants deviendront prairies. D'autres caméras-pièges éparpillées dans différents lieux permettent d'identifier ceux qui hantent encore ces savanes désertées. C'est la nuit que l'activité se fait plus intense. Après de longues marches, la plupart des animaux ont fini par rejoindre les zones marécageuses où l'herbe a germé dans la boue. Sitatunga, Genette, Potamochère se relaient avant l'arrivée du léopard. Dans la moiteur du petit matin, les images encore embuées révèlent l'entrée en piste des primates qui ont préféré passer la nuit à dormir à l'abri des prédateurs, perchés dans les branches. Comme les gorilles, les cercocèbes à collier blanc raffolent des papyrus. Mais déjà, les troupes se remettent en marche vers le sud. Légèrement plus petits que leurs cousins de la savane, ces éléphants de forêt vivent uniquement en Afrique centrale. Leur flair infaillible les guide vers les zones humides permanentes.
Dans ces oasis marécageuses, ils trouvent aisément la centaine de kilos de végétaux dont ils se nourrissent quotidiennement. Ici, la vie foisonne. Les oiseaux migrateurs sont de retour. Les tisserins colonisent les branches des palétuviers le long des grands marais. Le temps des amours est venu pour ces experts du tissage. Pour construire un nid sphérique, les mâles sélectionnent une section de branches fourchues dirigées vers le bas qu'ils tournent de telle sorte que l'anneau vertical qu'ils tressent leur serve de perchoir durant la construction. La compétition est rude et nombre de nids seront abandonnés faute de femelles consentantes. Les petits groupes de buffles de forêt sont devenus de précieux alliés des aigrettes. Dans ces zones humides, leurs pas lourds dérangent toute une petite faune dont elles raffolent. C'est le temps de l'abondance et de l'insouciance pour les jeunes buffles. Mais ici comme ailleurs, la vigilance reste de mise. Attiré par la concentration d'espèces qui se sont établies dans cet Éden, le léopard a quitté l'entrelac sombre des sous-bois pour chercher un nouveau poste d'affût. Il attendra patiemment la discrétion qu'offre la nuit pour passer à l'attaque. Les potamochères ont du souci à se faire. La bande côtière s'est transformée en zone de repli pour certains herbivores. Mais même ici, le léopard rôde. Fin août, lorsque l'atmosphère est suffocante, les potamochères ont quitté les territoires périlleux pour s'installer en bord de mer. Ils reviennent écumer les plages de sable. Les crabes fantômes en feront les frais. Ils sont en état d'alerte, cernés par les petits requins d'un côté et de voraces omnivores de l'autre. Les potamochères vont pouvoir dénicher de nouvelles sources de protéines. Seuls les crabes ayant creusé les trous les plus profonds auront la chance d'échapper à ces bulldozers. Pour y parvenir, ils doivent s'enfoncer à plus d'1 mètre.
4 pleines lunes se sont succédé depuis les dernières grandes pluies. Fin septembre, leur retour imminent va tout chambouler. Dans cette région équatoriale, il pleut 8 mois sur 12. En octobre, les premières averses vont inonder les terres, mais c'est en décembre que le déluge sera le plus intense. À nouveau, les algues et les fougères s'incrustent sur les troncs. En quelques jours seulement, l'eau engloutit les prairies. Les rivières débordent, permettant aux poissons de se réapproprier l'espace. Chaque année, près de 2,50 m d'eau se déverse sur le Luango. Les empreintes d'éléphants, d'hippopotames ou de gorilles s'effacent pour écrire d'autres histoires d'itinérance que déchiffreront les pisteurs. L'eau s'infiltre dans chaque pore de cette terre, entraînant au passage l'indispensable limon qui enrichira les plaines en s'y déposant. Paradoxalement, cette saison humide qui épuise le ciel est la plus ensoleillée et la plus revigorante pour la flore et la faune. L'eau va nourrir la terre et favoriser la fructification. La végétation explose. Les arbres, abreuvés d'eau et de lumière, se parent de fleurs avant d'offrir à profusion les fruits tant attendus. Voilà un signe qui ne trompe pas. Les gorilles ont abandonné les marécages de papyrus, désormais entièrement inondés. Quand 180 kg de muscles déboulent à grande vitesse, il vaut mieux éviter de s'aventurer dans les parages. Les observations scientifiques ont permis d'estimer qu'ils ne migrent pas, mais zigzaguent, au gré des saisons, dans l'enchevêtrement d'écosystèmes qu'offre le Luango.
La vigilance du grand mâle est inébranlable, car les fruits mûrs tombés au sol attirent les intrus et sont l'objet de nombreuses convoitises. Bien que repu, le grand mâle ne tolérera aucun étranger sur son territoire. Le puissant parfum des fruits fermentés a taquiné l'odorat d'un éléphant. Ce poids lourd est une menace potentielle pour les tout-petits. Le combat des titans n'aura pas lieu. Le grand primate n'est pas seulement intimidant, ses morsures peuvent être féroces. Pendant le seul mois de novembre, il tombe sur le parc de Luongo autant de précipitations qu'à Londres durant une année complète. Rapidement, les rivières sorties de leur lit noient les prairies riveraines. En décembre, les flots s'engouffrent sur chaque parcelle de terre. Les étangs se reforment. Le réseau hydraulique complexe du Luongo, associé à un relief peu marqué, a favorisé l'émergence d'une multitude d'écosystèmes fragmentés. Au cœur de ce monde englouti, les éléphants ont un impact considérable sur leur habitat. Ils le sculptent et le modèlent, labourent le sol de leur piétinement. Y germeront ensuite les graines de nombreux arbres qu'ils auront dispersés sur de longues distances. Dans ce labyrinthe végétal, les pachydermes ouvrent les pistes qu'utiliseront d'autres animaux. À grande échelle, ce sont les jardiniers de cette forêt pluviale. Pourtant, en 10 ans, 62% des éléphants de forêt ont été abattus pour leur ivoire. Leur extinction est annoncée pour 2025.
Au bout de quelques semaines, les cours d'eau sont sortis de leur lit. Dans les prairies redevenues navigables, il n'y a plus âme qui vive. Le dortoir des tisserands n'attire plus de volatiles. Les crues n'ont aucun impact sur ces espaces sablonneux qui agissent comme un véritable buvard. Les savanes côtières ont rapidement viré au vert. Timidement, céphalophes à dos jaune, chimpanzés et sitatunga se réapproprient ces espaces découverts où l'herbe grasse attire aussi des hardes de potamochères. Les femelles gestantes vont enfin pouvoir se reposer, pendant que leurs congénères ratissent chaque recoin de la forêt en quête de protéines. À leur tour, les buffles se rassemblent dans ces larges étendues de savane. Une trentaine de femelles et leurs petits accompagnent le mâle dominant. Les pique-bœufs à bec jaune retrouvent leur monture et se délectent des parasites qui pullulent sur la peau de leur hôte. La saison des pluies attire sur les savanes côtières de grandes colonies de guêpiers gris-roses. Ils sont venus profiter des étendues de sable humide pour creuser des terriers qui ne s'écrouleront pas et dans lesquels ils vont pondre leurs œufs. Ces oiseaux migrateurs se disperseront en février pour s'enfoncer dans les lointaines profondeurs du bassin du Congo. Sur ces plages gabonaises préservées des hommes, on a récemment découvert l'un des plus grands sites de nidification de tortues luttes au monde. On croyait que ces géantes, pouvant peser jusqu'à 900 kg, avaient disparu. Les plages du Luango réunissent les conditions idéales pour l'incubation de leurs œufs. Une température et une hygrométrie constante. « 15 000 tortues luttes fréquentent régulièrement le littoral gabonais de nuit pour éviter la chaleur et les prédateurs. Pendant leur séjour africain, elles retourneront au moins 2 ou 3 fois sur ces plages, libérer une centaine d'œufs avant de repartir vers l'inconnu.
elles ne reviendront pas au Luango avant plusieurs années. Enterrés à plus d'1 mètre sous terre, les œufs de tortue sont loin d'être à l'abri. Ce nid a été pillé dans la nuit. Les crabes fantômes sont les voleurs d'œufs les plus voraces, mais cette fois, le responsable est un varan orné. Victime de sa boulimie, il se déplace plus difficilement. Il est contraint d'aller s'immerger dans les vagues pour réguler la température de son corps devenu trop élevée après ce festin sur le sable déjà chaud. Entre le long cordon littoral sableux et les forêts côtières, les lagunes gonflées par plusieurs semaines de précipitations sont remplies à ras-bord. Les prochaines averses risquent de leur être fatales. Si les changements climatiques ont rendu le calendrier des grandes pluies incertain, quand elles s'annoncent enfin poussées par le vent du large, leur intensité promet de bouleverser la topographie du Luango. Les puissantes crues fendent les murailles de sable. Dans les lagunes, des brèches se forment libérant une avalanche d'eau croupie, d'œufs et d'écume qui se répand en mer, entraînant de nombreux poissons. Les lagunes, dont les fonds sont plus hauts que le niveau de la mer, se sont entièrement vidées de leurs eaux nourries des tanins de la forêt. Les pieds des palétuviers, libérés par le reflux, attirent les cercocèbes à collier blanc. Sur les racines mises à nu, ils accèdent à une nourriture qu'ils ne peuvent atteindre le reste de l'année, des huîtres. Livrés à eux-mêmes dans ces lagunes instables, les jeunes crocodiles vont devoir s'adapter aux fluctuations du niveau de l'eau et aux quantités de poissons disponibles. Leurs mères n'ont pas autant de préoccupations. Leur territoire de chasse s'étend à l'océan, bien au-delà des mangroves. Dans cet environnement en perpétuel mouvement, le périophthalme est l'un des rares individus à ne pas souffrir des variations de niveau de l'eau. Il est capable de passer facilement d'une lagune à l'autre. Contrairement à nous qui transportons de l'air dans des bouteilles pour plonger dans l'eau, pour se promener, cette créature amphibie stocke l'eau dans ses chambres branchiales.
et peut aussi respirer par la peau comme les grenouilles, ce qui lui confère 2 heures d'autonomie hors de l'eau. C'est au tour des forêts côtières de regorger de fruits. Les éléphants le savent. Ils se rapprochent du littoral par petits groupes. Les géants de la terre s'invitent alors sur les hautes plages, où poussent des pelouses pionnières. Sur ces langues de sable fouettées par le vent, les éléphants ne se contentent pas d'herbe. Ils sont aussi friands de feuilles d'iboga, aux vertus euphorisantes. Dans cet environnement en perpétuel mouvement, les animaux doivent mener une vie nomade. De son côté, un fantassin immobile monté sur échasse s'est adapté aux périodes où il baigne dans l'eau saumâtre. Son système racinaire hallophile a la capacité d'éliminer le sel et de supporter le va-et-vient des marées. Fin novembre, sous l'effet des rouleaux qui ramènent inlassablement du sable, les lagunes côtières se sont refermées en moins de 3 jours et se sont remplies d'eau douce. Elles attirent alors les hippopotames. À la saison des pluies, un phénomène animalier unique au monde se joue discrètement ici, à la tombée de la nuit. La virée nocturne de ce poids lourd de plus de 2 tonnes qui quitte la lagune pour plonger en mer est un moment rare, presque insaisissable. L'hippopotame peut ainsi se laisser entraîner par l'océan, évitant d'avoir à marcher d'une prairie à l'autre pour y chercher de l'herbe fraîche. Pour ces mammifères équipés de clapets nasaux qui les rendent étanches, l'eau salée n'est pas un problème. Elle leur procure même une meilleure flottabilité. Le parc national du Luango est un miracle de la nature. Véritable architecte de cet univers complexe, le cycle de l'eau a permis la formation d'une multitude d'écosystèmes et l'épanouissement d'espèces disparues ailleurs. Ici, les hommes ont établi un pacte de non-agression avec la nature. Mais pour combien de temps ? Cette grande zone humide est vulnérable, convoitée pour son pétrole, son bois et ses autres richesses naturelles.